je remercie l'ASCOP et l'Agence nationale des produits pharmaceutiques pour l'organisation de cette journée sous le parrainage de Monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Ça démontre tout l'intérêt que le département ministériel de l'Industrie pharmaceutique accorde à la recherche clinique actuellement. Donc, on m'a demandé d'aborder la partie économique, quel impact pourrait avoir la recherche clinique, notamment en Algérie, en prenant quelques exemples de la région, de pays qui ont réussi, et d'essayer d'extrapoler ça sur l'Algérie. Donc, rapidement, je vais faire une petite introduction, parler rapidement des intérêts d'une manière générale des études cliniques pour me pencher un peu plus sur l'aspect économique. Essayer de voir ce que ça représente en termes de chiffres au niveau global, ensuite au niveau régional. On va faire un petit focus sur la Turquie. On a vu la représentante hier de l'autorité chargée des études cliniques au niveau de la Turquie. Je pense personnellement que c'est un très bon exemple à suivre. Et après, on va regarder ce qui se passe en Algérie, l'état actuel et puis les perspectives d'avenir. Quelles sont nos opportunités par rapport à la recherche clinique et quels sont les challenges à relever. Donc, rapidement, comme introduction, je voulais montrer le résultat de cette étude de bibliographie donc, qui a été effectuée sur 19 molécules qu'on a considérées les plus impactantes sur le plan clinique durant les 25 dernières années. Les auteurs, ils ont regardé l'historique de développement et de mise sur le marché de ces molécules et ils ont essayé de voir la contribution du secteur privé et public donc dans l'avènement de ces molécules sur le marché qui, je rappelle, ont été considérées comme les plus impactantes durant les 25 dernières années. Donc, je voudrais qu'on regarde la partie en jaune parce qu'elle représente un peu le secteur privé. Donc, on a d'abord la recherche fondamentale. Le privé a contribué pour ces molécules, en tout cas à hauteur de 27%. C'est peu et c'est tout à fait normal. Quand on parle de recherche fondamentale, c'est qu'on essaye de déterminer des cibles que ça pourrait être des protéines, des enzymes, des récepteurs, et c'est surtout c'est l'académie et les institutions publiques qui s'attellent sur ce type de recherche. Après, on va vers la découverte et le développement. On cherche à démontrer qu'il y a une activité biologique contre ces cibles et on commence le développement clinique à proprement parler et on regarde que la contribution du privé commence à monter à partir de là pour arriver à la partie formulation, fabrication et contrôle qui est de 81%. Bien évidemment, le privé participe en plus. Revenons à l'Algérie, je pense qu'on a déjà avancé pas mal sur la partie fabrication, justement, et qu'il est temps, justement, qu'on rejoigne aussi le développement à travers, notamment, la recherche clinique, parce que c'est elle qui va nous apporter à court et à moyen terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas travailler sur la recherche fondamentale, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avancer surtout sur la recherche clinique. Donc, rapidement, les intérêts de la recherche clinique, on en parle depuis hier. Donc, pour les patients, sur le plan collectif, c'est la mise à disposition de nouveaux traitements. C'est ça l'objectif finalement ultime de la recherche clinique, qu'elle soit sponsorisée ou non par l'industrie pharmaceutique. Sur les patients, pour les patients sur le plan individuel, et là je parle surtout des patients participant aux études cliniques, ça permet d'avoir accès à des traitements innovants, souvent ou parfois pour des patients en impasse thérapeutique, et puis une meilleure qualité de soins grâce au suivi étroit, aux examens complémentaires qui sont mis à disposition par les sponsors de l'étude.
Et puis, pour les structures de santé et la ressource humaine, ça permet d'avoir une expertise, notamment pour le personnel participant à l'étude. Et puis aussi l'amélioration de la prestation au niveau des centres eux-mêmes. Je suis certain que parmi nous, il y a pas mal d'experts cliniciens qui ont déjà participé à des études cliniques et qui peuvent témoigner, même si le nombre d'études cliniques aujourd'hui en Algérie n'est pas encore ce qu'on l'espère, mais je suis certaine que la plus grande partie des études ayant déjà été conduites dans des centres algériens ont apporté, que ce soit en matériel ou en formation. Sur le plan économique, et c'est cette partie que je vais détailler pour ma présentation, donc il y a un impact économique important qu'on peut voir sur déjà les économies réalisées sur les médicaments innovants qui ont été mis à disposition des patients, et puis la création de richesses, de postes d'emploi, notamment avec l'externalisation de la recherche clinique au niveau des CRO, et bien évidemment la génération de taxes et d'impôts par ces entreprises qui réalisent les études cliniques. Au niveau global, donc c'est un marché important, donc il a été estimé en 2017 à 60 milliards de dollars et cette projection donc pour 2030 à 82 milliards de dollars. Donc l'Algérie doit s'inscrire dans la recherche clinique justement pour localiser des études cliniques et créer de la richesse au niveau local. Cette slide nous montre les ventes totales des entreprises pharma, donc, qui sont à peu près en 2018 de 400 milliards de dollars. C'est un peu moins de la moitié du marché mondial, avec donc ici la valeur de l'investissement en recherche et développement, avec la courbe en orange, et puis en gris, on voit ce qui a été, donc l'entreprise pharma, l'association pharma est une association américaine, en gris, on voit ce qui a été placé, injecté dans la recherche et développement, mais pas aux États-Unis, à l'étranger, notamment justement les dernières années, de plus en plus dans les marchés émergents, et c'est ce qui représente une opportunité pour l'Algérie, donc captiver tous ces investissements réalisés, injectés par des multinationales et les prendre pour l'Algérie, pour le marché local. Donc là, ce camembert nous montre un peu, ce sont des chiffres de 2018, les catégories, donc les différentes phases de développement, de recherche clinique notamment, la distribution. On voit que c'est la phase 3 qui a la plus grande partie, donc avec 29%, et ça tombe bien, ce sont les études qu'on pourrait implémenter, je dirais, relativement facilement, et faire de l'Algérie un centre investigateur pour ce type d'études notamment, mais pour des études de type 4 aussi, pourquoi pas 2. Donc, quels sont les facteurs qui ont amené cette croissance importante des études cliniques au niveau global? Donc, c'est d'abord la globalisation des études cliniques. Il faut savoir que de plus en plus, on cherche à faire des études cliniques ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres régions, notamment dans les marchés émergents. Il y a d'autres considérations aussi par rapport aux réglementations des pays au moment de l'introduction de nouveaux produits sur le marché. Certains pays exigent bien évidemment des études cliniques qui soient effectuées sur la même population par rapport à l'origine ethnique. L'évolution technologique rapide, professeur Blaine nous en parlait à l'instant, donc il y a une évolution technologique, donc très rapide les dernières années, donc ça donne encore plus d'études à effectuer, une demande croissante donc au CRO, au Contract Research Organizations, parce qu'il y a une tendance aussi à l'externalisation des études cliniques, et puis une prévalence croissante des maladies chroniques, et donc une demande croissante des études cliniques, notamment dans les pays émergents.
Il y a aussi un autre facteur très important qui contribue à la croissance du marché global des études cliniques. Ce sont les coûts de développement médicamenteux qui ont connu une évolution très rapide à cause de la complexité croissante des études cliniques. On voit sur cette étude que entre la période de 2001-2005 et 2011-2015, les études cliniques sont devenues plus complexes. Regardez par exemple les endpoints, les paramètres à prendre en considération pour les résultats des études cliniques entre les deux périodes sont passés de 7 à 13. Les procédures, le nombre de procédures a augmenté, les critères d'éligibilité aussi. Tout ça a rendu ces études cliniques beaucoup plus complexes et donc impérativement beaucoup plus coûteuses. Et c'est ce qui contribue à la croissance du marché global. Donc, entre les années 70, où le coût de développement d'un produit qui arrive sur le marché était estimé à 179 millions de dollars, on est maintenant à 2,6 milliards de dollars. Il y a aussi d'autres facteurs, la taille plus large donc des populations à inclure dans les études, plus de sources de données à intégrer, des pathologies chroniques et rares sont de plus en plus impliquées, et puis aussi un taux d'échec plus important, même si on parle d'un développement technologique extraordinaire durant les dernières années, il faut savoir que le taux d'échec a aussi augmenté et qu'on a pour 10 000 molécules potentiellement actives seulement 1 à 2 molécules qui arrivent effectivement sur le marché. Et donc, ces taux d'échec sont bien évidemment comptabilisés dans le coût de développement du produit qui arrive au final sur le marché. Maintenant, on va regarder de plus près le marché régional, notamment la région MENA. Et ici, sur cette slide, donc on voit au niveau global, mais aussi la région MENA, le partage donc des études cliniques et aussi des ventes du marché global. On voit que pour la région MENA, elle a une part des études cliniques plus importante que sa part dans les ventes des produits pharmaceutiques au niveau global, ce qui démontre que le nombre d'études cliniques a beaucoup augmenté donc, dans les dernières années dans la région. Et encore une fois, il est temps que l'Algérie se place au sein de la région. Donc, ici, on a l'activité globale par phase, donc entre 2000 et 2017. Et donc, encore une fois, en jaune, c'est la phase 3 qui est, on a le plus grand nombre d'études pour la phase 3 au niveau de la région. Là, on a l'activité globale par pays. On voit que l'Égypte, quand même, a beaucoup évolué durant les dernières années. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir accès à des chiffres en termes de valeur, mais en termes de nombre d'études, l'Égypte est le premier sur la région, suivi par l'Arabie saoudite qui a effectué tout un plan de développement de la recherche clinique, et puis il y a le Liban et la Tunisie, puis les Émirats, la Jordanie. Regardez l'Algérie entre 2000 et 2017, et Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, entre 2017 et 2020, malheureusement, il n'y a pas eu d'études cliniques en Algérie, donc on est à 83, on est loin derrière, on est parmi les derniers plutôt que parmi les premiers, et l'objectif c'est de remonter dans le classement au niveau de la région. D'abord, et pourquoi pas au niveau du monde à moyen et long terme. Donc là, je vais faire un focus sur la Turquie parce que c'est un exemple très intéressant du point de vue évolution assez rapide, je dirais, et plusieurs facteurs ont contribué à cette évolution du marché des études cliniques au niveau de la Turquie. Donc ici, la Turquie, elle est en bleu foncé, regardez. Donc, c'est une évolution entre 2008 et 2017. Et hier, on a eu l'oratrice turque qui nous a parlé de 500 études cliniques qui ont été effectuées en 2020 en Turquie, plus de 500 études. Donc, c'est un chiffre qui est très important. On va regarder ce que ça représente en termes de valeur aussi.
Donc, regardez, d'abord, le marché turc, c'est un marché global de 7,7 milliards de dollars, donc avec 1,2 milliard de dollars d'export vers 160 pays. La recherche clinique, qu'est-ce qu'elle représente? Donc, c'est un marché en 2019 de 327,7 millions de dollars et 521 études cliniques donc effectuées en 2019. Ce marché, il faut savoir qu'il représente 139 millions de dollars d'investissement direct donc de la part des compagnies dans la recherche clinique et 188,7 millions de dollars qui correspondent à la valeur ajoutée des traitements innovants auxquels les patients participant à ces études ont eu droit. C'est un chiffre intéressant, hein, donc ici, entre 2008 et 2019, ici, la Turquie était à un centre accrédité de recherche-développement, une CRO, donc en 2008. Ils sont passés en 2019 à 33. Si je fais le parallèle aujourd'hui en Algérie, nous aussi en 2008, on était à une CRO et en 2019 ou même aujourd'hui, on est seulement à 2 CRO qui sont actifs. Il y en a un peu plus qui sont agréés, mais 2 seulement sont actifs. Donc regardez, il y a vraiment un gap à rattraper. Donc ça représente à peu près 1400 emplois créés. Il faut savoir qu'avec 526 études cliniques en 2019, la Turquie est classée 26e au niveau global. Mais si on va ramener ce chiffre à la population totale en Turquie, au produit intérieur brut et à la taille du marché, donc la Turquie retombe un peu dans le classement vers la position 56e, 62e et 40e respectivement. J'ai essayé de faire un exercice de simulation ou d'extrapolation vraiment grossier, je dirais, juste pour avoir une idée que si on se met au même niveau, qu'est-ce que ça pourrait représenter en termes de chiffres par rapport à notre marché actuel. Mais bien évidemment, cette simulation est soumise à beaucoup de facteurs. Donc, si l'Algérie, avec son plan de développement de recherche clinique, va sur vraiment des mesures d'attractivité, on peut largement dépasser ces chiffres. Là, je suis partie sur le marché global en Algérie de 4 milliards de dollars. Et il y a une étude en Turquie qui a démontré que la recherche clinique est largement sponsorisée par les multinationales, ce qui est tout à fait normal. En Algérie, j'ai retenu le chiffre annoncé il y a quelques jours par Monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Donc, la fabrication locale a atteint 66% du marché. Donc, j'ai répercuté les pourcentages du marché R&D et de la recherche clinique sur la partie importation seulement, en supposant que la fabrication locale, on est encore à l'ère de la fabrication des génériques, donc il n'y a pas encore de recherche clinique par les entreprises locales. Donc on est à 1,36 milliards de dollars d'importation, auquel on a appliqué un facteur de 14,9%, donc d'argent, de capital injecté dans la recherche et développement, ça nous donne 202 millions. Et il faut savoir qu'à peu près 60% de la recherche et développement représente les différentes phases du développement clinique, à savoir la phase 1, 2, 3 et 4. Donc on arrive très facilement à un chiffre de 123 millions de dollars. Et bien entendu, si on met en place des mesures attractives et incitatives, on peut largement dépasser, être dans les objectifs annoncés ce matin à l'ouverture par Monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique de 200 millions de dollars d'ici 2024, si j'ai bien retenu. Donc, très rapidement, je vais essayer de revoir avec vous, et peut-être j'ai oublié quelques facteurs, quelles sont nos opportunités? Parce que, est-ce qu'on se dit on démarre de zéro? Non, pas tout à fait. Je l'ai dit, on est comme la Turquie, notre première CRO aussi a été autorisée en 2007, donc au même moment à peu près que la Turquie. Et donc, même si
on n'a pas encore une fois, le nombre escompté d'études cliniques, mais on a de la ressource humaine qui a quand même été formée, que ce soit au niveau des centres ou au niveau des CRO elles-mêmes. D'autres opportunités s'offrent à nous. Pour moi, la première est l'inscription du développement de la recherche clinique au plan d'action du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Pourquoi je dis que pour moi c'est le plus important? Peut-être vous le savez tous, j'ai déjà travaillé au ministère de la Santé et j'ai été à un moment donné chargée notamment des études cliniques. Le ministère chargé de la Santé, bien évidemment, il encourage les études cliniques, mais jamais ça n'a été inscrit comme un objectif chiffré avec des deadlines, etc. Aujourd'hui, c'est inscrit au plan d'action d'un ministère, donc au plan d'action du gouvernement, et donc les autorités vont mettre tout ce qu'il faut pour pousser cette recherche clinique. Sur le plan épidémiologique, donc, c'est intéressant d'avoir l'Algérie comme centre investigateur. On a une diversité de pathologies, on est encore en transition épidémiologique, on a une prévalence importante sur beaucoup de pathologies. Donc, pour un sponsor, c'est intéressant d'utiliser l'Algérie comme un centre investigateur. Et puis, on a quand même une nouvelle génération d'investigateurs. On a vu l'intervention de quelques-uns hier et aujourd'hui, donc qui sont plus portés vers la recherche, en tout cas, pas seulement les soins au niveau des centres, et qui sont ouverts, je dirais, sur le monde, sur la recherche, qui parlent anglais, qui participent activement. Ils sont là aujourd'hui, par exemple, pour participer activement aux travaux de cette journée. Donc, c'est un point important et qui représente une opportunité importante. Et puis, il y a aussi l'intérêt grandissant de l'industrie pharmaceutique au niveau global pour les marchés émergents. Et donc, l'Algérie, encore une fois, devrait être là et ne pas rater le coche. Il y a aussi des challenges à relever, il n'y a pas que des opportunités, sinon on n'en serait pas là à essayer de trouver comment avancer tous ensemble. Donc, il y a ce point qui me semble, encore une fois, personnellement important, c'est la sensibilisation sur le bénéfice derrière les études cliniques. Le NIH, par exemple, aux États-Unis, dès que vous allez sur la page des études cliniques, vous trouvez une vidéo vulgarisée pour le grand public, pour les sensibiliser sur le bénéfice que pourrait avoir pour eux une étude clinique, le LEM en France. C'est-à-dire, on va vers les patients, on les sensibilise, on démystifie, parce que malheureusement, si on veut vraiment développer les études cliniques et faire de l'Algérie un hub au niveau régional, pour l'instant, peut-être recruter des patients n'est pas très compliqué, mais si on part sur une centaine d'études, voire plus par année, ça pourrait être un problème. La ressource humaine, la formation, la représentante turque hier nous a parlé de sa direction, une cinquantaine de personnes, il me semble. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une sous-direction complètement dédiée au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique à la recherche clinique, avec bien évidemment le soutien de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Il faut aussi travailler sur la formation continue de tous les acteurs de la recherche clinique, que ce soit les équipes de recherche, les comités d'éthique qui ont une place importante donc, dans le cycle de la recherche clinique et tous les autres acteurs, les pharmaciens, etc. Et puis, renforcer la réglementation. Je pense qu'on était tous ravis hier d'apprendre qu'il y a déjà des textes qui ont été préparés et qui sont en cours d'approbation et de publication. L'objectif, bien évidemment, est de s'inscrire dans les standards internationaux, de raccourcir les délais, aller vers un fichier patient centralisé, et puis la digitalisation qui a été évoquée hier et qui a fait l'objet d'un atelier. Et enfin, la coopération intersectorielle, le ministère de l'Industrie pharmaceutique avec les comités d'éthique qui dépendent d'un autre secteur. Il faut qu'il y ait une collaboration
étroite pour qu'on puisse aboutir à de bons résultats. La collaboration, la coopération également, université, industrie. Donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette présentation. Je vous remercie.